qu'elle pousse les gens à consommer moins d'énergie fossile, je suis prêt à prendre le pari que pour 4 centimes, 4,52 centimes d'euros, les gens dans 6 mois se souviendront plus. Parce que les variations du cours du pétrole sont largement au-delà de ces 4 centimes du litre, etc. Par conséquent, je ne vois pas en quoi ils se souviendront du signal prix. Et la deuxième question que je me pose, et que je vous pose donc, alors je ne sais pas si c'est Madame Lagarde, Monsieur le ministre Bourlot, ou Madame Joanneau, c'est en quoi va-t-elle faire donc baisser la consommation d'énergie fossile? Je rappelle quand même que l'essentiel, finalement, sauf ceux qui se chauffent à l'électricité, ce qui pose un autre problème, ça Monsieur le ministre le sait, le problème des pointes. Ceux qui se chauffent à l'électricité ne payeront pas, seuls se payeront ceux qui se chauffent au fioul ou au gaz. Et on ne tient pas compte, on a tenu compte du milieu rural et urbain, très bien, enfin ceux qui avaient un plan de transport, PTU, mais on ne tient pas compte de ceux qui habitent au sud de la France, qui habitent au nord, à l'est, etc. Voilà pour cette audition donc sur la taxe carbone. Vous pouvez continuer à la suivre sur notre site publicsénat.fr. Tout de suite, 1h30 d'informations très riches jusqu'à 19h30, le 18h bien sûr dans quelques secondes. Et parmi nos invités ce soir, Dominique Bussereau, le secrétaire d'État au transport, réagira notamment aux informations du Figaro sur les aiguilleurs du ciel. Prennent-ils trop de RTT jusqu'à mettre en péril la sécurité aérienne? Nous suivrons bien sûr en direct le discours de Nicolas Sarkozy à la tribune de l'ONU avant son interview à 20h à la télé. Et puis notez-le, à 19h, face à nous, accueillera la ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Pécresse. Elle parle d'une rentrée sereine dans les universités. Les syndicats évoquent des tensions très fortes. Tout de suite donc, le journal. Le 18h, toute l'actualité politique du jour, voici les titres. L'échange de prisonniers suggéré à la France par le président iranien crée un malaise sur lequel la réponse de Nicolas Sarkozy est très attendue. Mahmoud Ahmadinejad compare le sort de la chercheuse Clotilde Reiss à celui d'Iraniens condamnés pour terrorisme. Nouvelle passe d'armes sur la taxe carbone, donc on vient de la suivre. La secrétaire d'État à l'écologie sera là dans ce journal dans un instant pour débattre avec le socialiste Philippe Tourtelier. Le Sénat supprime la disposition contestée profitant aux sectes. Un amendement adopté à l'unanimité rétablit la possibilité de dissolution. L'Iran réclame donc des gestes pour libérer Clotilde Reiss, toujours assignée à résidence à l'ambassade de France à Téhéran. Le président Ahmadinejad évoque la présence de prisonniers iraniens depuis des années en France, façon de suggérer un échange contre la libération, notamment du meurtrier de Chapour Bakhtiar, l'ancien premier ministre du Shah, Lis Pressak. Mahmoud Ahmadinejad réfute le terme et pourtant c'est bien d'un chantage dont il s'agit. La libération d'un Iranien emprisonné en France contre celle de Clotilde Reiss. J'ai demandé au pouvoir judiciaire de lui accorder le maximum de facilité. Mais il faut que vous sachiez qu'il y a quelques Iraniens qui sont depuis des années en prison, en France. Eux aussi ont des familles, eux aussi ont des pères, des mères. Le prisonnier en question est Ali Vakilirad, condamné en 1994 à la perpétuité pour l'assassinat 3 ans plus tôt de Chapour Bakhtiar, l'ancien premier ministre du Shah. Le libérer en échange de Clotilde Reiss, la France pourrait accepter la proposition du président iranien selon Azadeh Kian, d'autant qu'Ali Vakilirad a déjà purgé sa peine de sûreté de 18 ans. On sait son avocat avait déjà demandé la libération sous conditionnelle de son client, donc ce qui laisse entendre que effectivement un échange serait possible. Le problème, si vous voulez, c'est que Clotilde Reiss est une femme innocente dont le seul crime odieux serait d'avoir filmé des manifestations, tandis que l'assassin de Bakhtiar est emprisonné en France pour avoir commis un assassinat. Ce soir, Nicolas Sarkozy puis Mahmoud Ahmadinejad s'exprimeront à la tribune de l'ONU. Le président français devrait répondre aux attaques de son homologue iranien, mais pas sûr qu'il cède si vite à son marchandage. L'ouverture justement de l'Assemblée générale de l'ONU. Aujourd'hui, Ban Ki-moon a appelé ses membres, dont l'Iranien Ahmadinejad et le Libyen Kadhafi, 2 orateurs du jour, de répondre unis à tous les défis du monde. Dans son discours, Barack Obama a jugé illégitime la poursuite de la colonisation israélienne. Le président américain attend du G20 un renforcement de la réglementation des centres financiers.
Affrontement rocambolesque aujourd'hui. Laoud, Girgorin au procès Clearstream. Chacun se renvoie à la responsabilité des listings falsifiés. L'informaticien Imad Laoud, dont les versions ont souvent varié, a affirmé aujourd'hui avoir recopié le nom de Sarkozy sur demande de Jean-Louis Girgorin. Ce dernier l'a traité en retour de menteur. Nouvelle polémique sur un tour de vis fiscal annoncé sur les indemnités versées par la sécurité sociale aux accidentés du travail. Le gouvernement entend effectivement les soumettre à l'impôt sur le revenu et parle d'une mesure de justice. Protestation à gauche et au MoDem. François Bayrou, par exemple, estime qu'on vise toujours les plus faibles. Les sénateurs rechercheront une voie de passage sur la réforme territoriale. Selon le mot de Gérard Larcher, le président du Sénat reconnaît qu'une majorité sera difficile à trouver sur le remplacement des élus départementaux et régionaux par des conseillers territoriaux. Autre réforme qui hérisse les élus de droite comme de gauche, celle de la taxe professionnelle dont pourraient pâtir les finances locales. Fabrice Quenet a assisté à un congrès des départements de France des plus houleux. Non mais c'est n'importe quoi. Exercice périlleux pour Brice Hortefeux devant les conseillers généraux. Il est venu présenter la réforme des collectivités locales voulue par Nicolas Sarkozy. C'est l'occasion d'un débat et il y a naturellement des différences, des nuances. C'est très sain dans une démocratie, mais je suis convaincu que l'opinion publique valide cet objectif d'allègement, de simplification et de cohérence. En attendant, le ministre de l'Intérieur joue les VRP de luxe entre les tables. La création des conseillers territoriaux, la suppression de la taxe professionnelle, autant d'annonces difficiles à avaler à gauche comme à droite. Ceux qui aujourd'hui ont travaillé sur la réforme ne proposent pas des solutions efficace et je le regrette. Et il reste encore une chose, c'est le Parlement qui va décider. Le débat va commencer au Sénat. Alors ici, les regards se tournent vers Gérard Larcher et les conclusions de sa mission Belot, beaucoup moins radicales que la réforme voulue par le chef de l'État. On sait qu'il y a le choix du président de la République. Si on mettait 3/4 de Belot et 1/4 de Sarko, je crois qu'on arriverait à un cocktail qui me semblerait un cocktail positif. Un bras de fer avec le gouvernement s'annonce au Sénat, mais la résistance, elle, s'organise déjà dans les départements. Nous allons, nous, en ce qui nous concerne, prendre un certain nombre de mesures. Déjà, à l'idée des gels des crédits des départements pour le compte de l'État, pour réhabiliter des routes, financer le TGV. Donc, momentanément, nous n'allons plus payer. Brice Hortefeux a donc un peu plus de 2 mois pour déminer le terrain avant l'arrivée du texte au Sénat prévu mi-décembre. Carnet, Nathalie Kosciusko-Morizet ce matin a accouché de son 2e garçon. Son entourage a laissé entendre que la secrétaire d'État prendrait un congé maternité assez court, mais peut-être pas aussi bref que celui de Rachida Dati après la naissance de sa fille. On quitte la rubrique des faire-part pour évoquer Valéry Giscard d'Estaing. J'ai inventé les faits de mon roman sentimental, précise-t-il dans une interview au Point, tout en affirmant que Lady Diana lui avait conseillé de l'écrire. Dans un instant, notre premier invité, Dominique Bussereau. Il réagira bien sûr aux révélations du Figaro sur l'absentéisme des contrôleurs aériens, temps de travail effectif très réduit, RTT attribué, semble-t-il, illégalement, avec pour conséquence, témoignent des pilotes d'Air France, de gros risques pour la sécurité. Julie Trassard. Panique à l'aéroport. Le Figaro dévoile aujourd'hui un système d'arrangement entre les aiguilleurs du ciel, payés pour travailler 160 jours par an et 24 heures par semaine. Les contrôleurs aériens n'en feraient en fait que la moitié. Et ce, grâce à un système d'autogestion du temps de travail et des rotations parfaitement illégales. Système qui fait peser de lourdes menaces sur la sécurité du trafic aérien. L'article évoque plusieurs collisions évitées de justesse à Paris en raison d'un sous-effectif dans la tour de contrôle. Les syndicats des aiguilleurs ont démenti ces allégations. Pour l'USAC-CGT, les contrôleurs sont même parfois en sureffectif. Les pilotes de ligne, quant à eux, réaffirment leur confiance dans le travail de leurs collègues aiguilleurs, mais dénoncent la mauvaise organisation du système de contrôle. Tout de suite, 3 questions à notre premier invité, Dominique Bussereau. Bonsoir Dominique Bussereau. Donc, vous êtes le secrétaire d'État au transport et vous êtes notre invité pour aborder 3 thèmes, 3 séries de questions. La sécurité aérienne d'abord bien sûr, ensuite la réforme des trains, puis les régionales qui vous concernent au premier chef. Première question donc, les contrôleurs aériens prennent-ils des RTT abusifs au point de mettre en péril la sécurité aérienne, comme l'affirme dans une enquête très documentée ce matin le Figaro? D'abord, on a un système qui fonctionne bien. Il y a parfois aux heures de pointe à Roissy 120 avions, 500 000 vols par an, peu d'incidents, des contrôleurs bien formés.
Alors, le Figaro a mis en avant un certain nombre de faits. J'ai demandé au directeur général de l'aviation civile un rapport. Ce rapport me sera remis tard dans la soirée ou tôt demain matin. Il sera immédiatement mis en ligne, public, et vous aurez des réponses très précises à l'article du Figaro. Est-ce que vous avez été surpris en découvrant cet article ce matin? Oui, parce que nous avons un système de contrôle aérien qui est souvent donné en exemple. 3 niveaux, les tours de contrôle, les approches, les centres de contrôle en ligne qui sont sur tout le territoire, des gens qui ont 5 ans de formation, pas d'accidents sur nos aéroports, bref, un système qui fonctionne. Donc j'ai été très surpris, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé des précisions. Il y avait également, il y a quelque temps, des demandes d'explications par un référé de la Cour des comptes auxquelles nous venions de répondre il y a quelques jours, Jean-Louis Borloo et moi. Tout ça, demain matin, sera expliqué dans le rapport que me remettra le directeur général de l'aviation civile et nous connaîtrons l'ensemble des éléments par rapport aux affirmations du Figaro. D'accord, mais est-ce que d'ores et déjà vous connaissez le temps de travail effectif des contrôleurs aériens? Vous savez, le temps de travail des fonctionnaires français est contrôlé. On est dans un pays de droit. Donc est-ce qu'ils peuvent s'attribuer illégalement dans une forme d'autogestion des RTT supplémentaires? L'autogestion, c'était une proposition de Michel Rocard avant qu'il travaille dans les conditions actuelles. C'est pas à l'ordre du jour pour gérer n'importe quel corps de fonctionnaires en France. Ensuite, est-ce qu'il y a ici ou là des défauts dans notre système? Le rapport du directeur général me le dira demain matin. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore tous les éléments. Non, mais ce qu'on sait, vous ne pouvez pas confirmer ni infirmer cet article, finalement. Ce qu'on sait, c'est que notre système fonctionne bien, et je pense qu'il y a dans cet article des choses qui sont de l'ordre du scoop. Mais c'est une semaine importante pour le Figaro. Oui, mais scoop véridique ou faux? Toute la question est là. Il m'arrive de vous entendre tôt le matin sur une grande radio pour savoir qu'il y a des scoops qui font vendre et des scoops qui sont la réalité. Il y a même des attributions de liaison qui sont ensuite démenties par les intéressés. Je crois que vous venez d'en parler vous-même. Oui, d'accord. Mais alors, vous nous parlez de l'absence d'incidents, véritablement, à partir des tours de contrôle français. Sauf que les pilotes d'Air France qui s'expriment... Je peux vous donner un chiffre? Oui. 500 000 vols par an à Roissy, un rapprochement trop petit entre 2 avions, c'est-à-dire 2 avions qui ne sont pas en risque de collision, puis qui ne sont pas exactement dans les clous, tous les 30 000 vols. Voilà les chiffres qui sont à ma disposition. Alors, les pilotes d'Air France ont une autre version. Ils disent qu'ils évitent souvent de visu de graves catastrophes. Le porte-parole du syndicat des pilotes de ligne, qui est le syndicat majoritaire, a dit tout à l'heure l'inverse. Moi, il se trouve que je suis très souvent en cabine avec les pilotes d'Air France. Quand je voyage, je demande souvent de venir faire avec eux les approches finales des atterrissages. Je discute librement avec les pilotes. Jamais, dans toutes ces années, ils ne m'ont signalé d'incident. Qu'il y ait parfois un agacement parce qu'un avion est mis en boucle pour attendre qu'un autre atterrisse, etc. C'est un agacement compréhensible pour les pilotes. Oui, mais quelle est sa motivation? Est-ce que les avions sont mis en boucle parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs dans les tours de contrôle, comme disent les pilotes? Il y a 4 pistes à Roissy. 2 qui sont principalement pour le décollage et 2 principalement pour l'atterrissage. Il y a aussi des problèmes météo qui peuvent se poser. Par moment, nous demandons aux avions de se poser avec des intervalles plus longs parce qu'il y a de la pluie, il y a de la neige, il y a du vent, il peut y avoir tel ou tel problème technique sur une piste, un avion qui n'a pas dégagé à temps une piste, donc il y ait parfois à l'arrivée des retards, ça peut arriver, mais j'ai regardé les statistiques, et ça sera également précisé demain, par rapport aux grands aéroports européens. Les grands aéroports français, Roissy, Orly, Lyon, Nice, etc., sont les aéroports sur lesquels il y a la plus grande régularité dans les vols. Là, ça c'est pour la régularité. Est-ce qu'il y a moins de trafic en raison de l'absence ou du manque de contrôleurs? Non. Est-ce qu'on ouvre moins de créneaux à Roissy, par exemple, parce qu'il n'y a pas toujours 15 contrôleurs dans la tour de contrôle? Quand il y a moins de créneaux à Roissy, c'est pour des raisons météorologiques, ce qu'on appelle des raisons quand on organise, on régule le trafic pour des raisons météorologiques ou parce qu'il y a des retards dans d'autres aéroports européens et qu'il faut en tenir compte pour les correspondances. Bon, vous êtes donc très prudent, c'est normal. J'attends le rapport. Il sera en ligne demain. Vous pourrez en faire état demain soir dans votre journal de 18h. Mais est-ce que néanmoins, ils vous font pas un peu peur, ces contrôleurs aériens? On sait qu'il y a une sorte de loi du silence à l'aéroport de Paris. La compagnie Air France KLM est généralement très discrète parce qu'il y a toujours la peur d'une grève en représailles. La République française est une république de transparence dans laquelle personne n'a peur de personne. C'est un corps de gens qui sont formés en 5 ans après le baccalauréat, font un métier difficile, stressant. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes maintenant. C'est un corps qui s'est très féminisé, qui est un corps de grande qualité. Alors, il y a encore une question sur la sécurité, mais on va parler de la sécurité routière, parce que les chiffres de cet été n'ont pas été bons. Ils ont été bons en juillet et mauvais au mois d'août. Alors donc, on redoute quand même une recrudescence des morts sur les routes de France. Qu'est-ce que vous comptez prendre comme mesure? Alors, écoutez, je vais réunir dans quelques jours toutes les associations qui s'occupent de prévention routière. 2, avec Jean-Louis Borloo, nous préparons toute une série de mesures que nous avons proposées au Premier ministre. Quelles mesures? Des nouvelles mesures de sécurité routière, de sévérité. Par exemple. Ça, je vous les dirai quand elles auront été préparées et avalisées par le Premier ministre. J'ai proposé à François Fillon un conseil interministériel de sécurité routière avant la fin de l'année,
avec des mesures nouvelles. Donc il n'est pas question pour l'instant de réformer le permis de conduire, l'épreuve de conduite. On vient de le réformer. Pour le rendre moins difficile, par exemple, comme on l'a dit. On vient de le réformer. On vient de le réformer pour le rendre plus juste. C'est-à-dire que quand vous êtes un jeune conducteur qui passez votre permis, pas moins difficile. On ne regarde pas simplement si vous faites une bêtise ou si vous ratez à 1 centimètre près votre créneau, mais qu'on regarde votre comportement général. Si vous êtes un bon conducteur, et la règle numéro 1, c'est la sécurité routière. Allez, deuxième série de questions, Dominique Bussereau. La réforme des trains, entraînée d'ailleurs comme celle de la Poste par l'ouverture à la concurrence. Il y avait d'ailleurs des cheminots hier, à côté des postiers dans les manifestations parisiennes. Ce sera la concurrence partout, donc, après le fret, les transports de voyageurs jusqu'aux trains régionaux. Alors, il y a deux choses. D'abord, la concurrence sur le transport de marchandises. Elle existe en France depuis plusieurs années. En juillet, il y a eu 14% du trafic, malgré la crise, qui a été fait par d'autres opérateurs que la SNCF, ce qui ne veut pas le dire obligatoirement privé. Par exemple, il y a les chemins de fer allemands, qui sont une entreprise publique, qui sont parmi ces opérateurs, comme la SNCF elle-même opère dans les autres pays européens. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a le Grenelle de l'environnement. Nous voulons moins de camions sur les routes, plus de trains, plus de fluviales. Donc nous avons présenté avec Jean-Louis Borloo un engagement national pour le fret, 7 milliards d'investissements, en particulier sur les infrastructures, pour que les trains de fret marchent mieux, marchent plus vite, aillent partout. Et parallèlement, la SNCF propose à l'intérieur de l'entreprise des réformes de son fonctionnement, avec 1 milliard d'investissements. Notre objectif, c'est un report modal, c'est donc plus de trains et moins de camions. Et ça passe par des mesures dures, parce que la tendance n'est pas celle-là. Des mesures dures. C'est-à-dire que les syndicats disent qu'il y aura 5000 suppressions d'emplois. Pas des mesures dures pour les syndicats, mais par exemple, nous avons voté dans le Grenelle de l'environnement une taxe, une écotaxe sur les poids lourds, qui sera en service en France en 2011 et 2012 sur les routes actuellement gratuites, les routes nationales, et sur les autoroutes gratuites. Cette taxe rapportera grosso modo 1 milliard d'euros par an. Ce milliard d'euros, il sera attribué aux infrastructures de transport public et en particulier aux infrastructures ferroviaires. Donc c'est des mesures incitatrices et c'est vrai que notre réseau n'était pas très bien adapté, donc il est logique d'investir pour permettre une meilleure circulation des trains de fret. Est-ce que c'est le plan de la dernière chance pour le fret SNCF? Non, parce que vous avez dans tous les pays du monde... 7 milliards d'euros apportés par l'État, 1 milliard par la société nationale. Michel, dans tous les pays du monde, le fret ferroviaire se développe. Je parle avant la crise. En France, il perd énormément d'argent. Avant la crise, il augmentait en Allemagne, en Espagne et même en Angleterre, dont on s'est beaucoup moqué. Aux États-Unis, le transport ferroviaire a pris une part très importante dans l'économie américaine. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en France. Et ce qui nous aide, c'est l'Europe. Parce que l'Europe, ça recrée des grandes distances. Et sur la grande distance, le fer est toujours plus pertinent. Donc nous allons nous adapter à cette nouvelle géographie. Est-ce qu'il y aura une privatisation partielle de cette activité? Non. C'est ce que craignent les syndicats. Est-ce que vous allez faire éclater cette activité de fret en différentes filiales? La SNCF a déjà des filiales qui circulent elles-mêmes sur le sol national. Ça s'appelle VFLI, elle s'appelle Naviland Cargo. Donc il y a déjà des filiales de la SNCF. Mais la SNCF est et restera une entreprise publique. Alors il y aurait un paradoxe, là c'est encore un scoop, peut-être que vous pourrez démentir, celui du Canard enchaîné ce matin, puisqu'il y a prévu à la SNCF l'abandon de ce qu'on appelle l'activité sur mesure. Ce sont les wagons isolés qui pourraient envoyer, lit-on dans le Canard ce matin, 1 million de camions supplémentaires sur les routes. Alors là on serait en contradiction avec le Grenelle. Je crois que c'est un canard, cette information. Ce qui est exact, c'est que la SNCF va réorganiser son système de wagons isolés sur lequel elle perd beaucoup d'argent. Il ne s'agit pas de le supprimer. Moi, je suis l'élu d'un département rural. On a besoin d'avoir des wagons pour aller chercher dans les coopératives agricoles du blé, du maïs, des trains de vin pour le cognac. Tout ça fonctionne. Tout ça fonctionne et doit fonctionner. Que la SNCF s'organise différemment pour le faire, c'est son affaire. Il n'est pas question, au moment où on décide de faire le Grenelle de l'environnement, de mettre plus de camions sur les routes. Allez, troisième question, Dominique Bussereau. Elle concerne les régionales. On parle de vous pour affronter Ségolène Royal. Vous allez pouvoir vous exprimer dans 1 minute sur ce sujet. On va d'abord essayer de tirer cette affaire au clair, car beaucoup de ministres, on le sait, sont embarrassés par la règle du non-cumul édictée par le chef de l'État. On ne pourra pas être ministre et président de région. Enquête donc sur cette question, tout de suite, pour faire le point. L'UMP se serait-il tiré une balle dans le pied avec le non-cumul des mandats? Xavier Bertrand a rappelé qu'un élu à la tête d'une région ne pourrait pas conserver son poste de ministre. Résultat, les ministres renoncent un à un au combat. Brice Hortefeux en Auvergne a déjà abandonné, Hubert Falco pour la région PACA aussi. C'est au tour de Dominique Bussereau et de Roselyne Bachelot de sérieusement douter. Madame Bachelot, d'abord, quelqu'un de très connu, est une personne dynamique et battante. Je pense qu'elle aurait été une excellente candidate pour la présidence de la région. Si elle se retire, évidemment, les choses vont devenir beaucoup plus compliquées. Une règle défendue malgré tout par d'autres élus.
Que ça entraîne des difficultés, c'est tout à fait évident. Mais c'est une décision politique que je crois importante, courageuse, et je crois qu'il faut l'assumer. C'est assez rassurant dans la mesure où des ministres se rendent compte de la tâche qui leur appartient d'être au service de la République, bien sûr en tant que ministre, et que peut-être mener de front les régionales et avoir son ministère, c'est quelque chose qui est matériellement difficile. La perspective de perdre face à des présidents de régions socialistes pas faciles à déloger freine aussi les ministres. C'est le cas de Brice Hortefeux, appelé par le président à ne pas se présenter. Une défaite au régional du ministre de l'Intérieur serait difficile à gérer. Nicolas Sarkozy est donc contraint de refaire son casting, Alain Marlex en Auvergne et Chantal Joanneau en Poitou-Charentes, même si celle-ci ne cache pas son manque d'enthousiasme. D'autres ministres vont toujours au combat des régionales, comme Valérie Pécresse en Île-de-France ou Xavier Darcos en Aquitaine. Il devrait donc être au total au moins 7 membres du gouvernement à se présenter. Voilà pour ces explications et ces précisions de leur dossier. Alors on a cité Chantal Joanneau, elle devait faire son entrée sur ce plateau. Elle est retenue, on l'a vu tout à l'heure, par l'audition sur la taxe carbone. Où est-ce que vous en êtes, vous, avec les régionales? La différence de mes collègues qui viennent d'être cités dans ce papier, d'ailleurs très bien fait, c'est que moi, je ne suis pas candidat. Oui. Attendez. Il y a eu des primaires au sein de l'UMP au printemps dernier. Dans chaque région, on a dit des candidats. Je n'étais pas candidat à la candidature, donc nous avons élu un ancien sénateur, un homme de qualité qui s'appelle Henri de Richemont, qui préside le groupe de l'opposition actuellement à Ségolène Royal au Conseil régional, et c'est lui qui est désigné. C'est comme ça que les choses se passent. Bien, mais il y a d'autres noms qui circulent. Hein. Le vôtre circule toujours, celui de Chantal Joanneau. Qu'est-ce que vous en pensez? On dit que Nicolas Sarkozy aimerait la pousser là-bas dans votre région et qu'elle ferait une très bonne candidate face à celle qui s'est proclamée meilleure candidate écologiste. Je veux parler de Ségolène Royal. Écoutez, parlez librement de la secrétaire elle n'est pas là, elle n'est pas là. Je le ferai. Allez-y. Est-ce que c'est votre candidate? Écoutez, je le ferai devant Chantal avec le même plaisir. C'est un choix qui lui appartient. Chantal Joanneau est une jeune femme brillante qui a été en poste comme haut fonctionnaire à Poitiers, donc qui connaît la région Poitou-Charentes. Elle connaît l'écologie sérieusement, à la différence de Ségolène Royal, et elle a envie de faire de la vie publique et de la vie politique. Donc si elle a envie de venir en Poitou-Charentes, tous les élus de l'UMP du nouveau centre, Jean-Pierre Raffarin et moi, lui ferons la meilleure place possible. Jean-Pierre Raffarin la sollicite. Voilà, vous aussi ce soir. Nous la sollicitons. Ah, vous la sollicitez. Nous la sollicitons. Ah. Mais Chantal Joanneau a des enfants, elle a une famille, elle a une vie, c'est à elle d'en décider. Et nous ne ferons pas des pressions parce que ce serait quelque chose de pas correct. Et vous pensez que c'est une région qui peut basculer de la gauche à la droite? Vous savez, Madame Royal est un peu différente des autres hommes politiques parce qu'elle fait une semaine la une de gala, une semaine la une de match. Donc elle est un peu en dehors du champ politique. Je pense pour ma part, en dehors du fait que nous ne partageons pas les mêmes convictions, qu'elle est une mauvaise présidente de conseil régional parce qu'elle raconte un peu des histoires et elle ne fait surtout pas localement ce qu'elle raconte. Donc je souhaite que nous la battions, mais Madame Royal n'est pas n'importe qui, elle a été candidate à l'élection présidentielle et c'est un challenge difficile. Très bien, merci Dominique Bussereau pour toutes ces précisions politiques et celles qui relèvent bien sûr de vos responsabilités ministérielles que vous avez envie de conserver, donc après les régionales. Hein. Je pense qu'on n'est pas propriétaire de la fonction de ministre. Bien sûr, je suis également président d'un département, et donc je suis à la disposition du président quand il le voudra. Voilà, on va se passer malheureusement de la présence de Chantal Joanneau, mais on va quand même ouvrir le débat sur la taxe carbone qui se poursuit par ailleurs lors de cette commission des finances. Vous en avez eu de larges extraits juste avant cette édition du 18h. On évoque cette audition d'ailleurs des ministres concernés avec quelques échos de ce qui s'est passé jusque-là. Les chiffres que vous nous donnez, est-ce que cela tient compte de la TVA? Est-ce que la TVA s'appliquera à la taxe carbone? Vous avez évoqué bien sûr le transport aérien, donc on peut quand même se poser la question pourquoi ce secteur serait exonéré par rapport aux autres secteurs d'activité. Vous nous avez indiqué, et cela paraît tout à fait raisonnable, qu'il faudra franchir des marches d'escalier. Et ma première question est de savoir si le Parlement sera amené à définir cette loi de progression. Pourquoi est-ce que vous voulez absolument une fiscalité à somme nulle? Puisque l'objectif, c'est malgré tout de diminuer la production de CO2, donc ceux qui en produisent beaucoup, on les sanctionne. Pourquoi va-t-elle faire donc baisser la consommation d'énergie fossile? Est-ce qu'il faut vraiment écrire dans le dur que toute la taxe carbone sera toujours, même si elle augmente en montant, remboursée en totalité? Voilà pour ce petit pot pourri d'interrogations qui ont été lancées tout à l'heure aux ministres concernés par la taxe carbone, montage réalisé par Delphine Girard, donc toutes ces questions
était adressée aux ministres Jean-Louis Borloo, Chantal Jouanneau et Christine Lagarde. Avec nous, Philippe Tourtellier, bonsoir. Vous êtes député socialiste d'Ille-et-Vilaine, vice-président de la commission du développement durable. Vous avez entendu, il y a beaucoup de questions qui fusent, hein, d'ailleurs, à droite comme à gauche. Oui, c'est exact, oui. Et quelles sont celles que vous mettez en avant au Parti socialiste, sachant que vous êtes partisan de cette taxe carbone, mais pas celle qu'a préconisée Nicolas Sarkozy? Oui, au Parti socialiste, nous ne sommes pas partisans de la taxe carbone, nous sommes partisans d'une contribution climat-énergie. Et l'ambiguïté est entretenue depuis le début entre les deux termes, et ce n'est pas la même chose. Une taxe carbone, par définition, taxe le carbone, et que le carbone. Une contribution climat-énergie s'occupe du climat, mais plus généralement de l'énergie. Et donc, derrière ça, il y a les problèmes d'assiette. Nous sommes pour une contribution climat-énergie qui inclut l'électricité et dont la finalité est d'abord d'envoyer un message « économisons l'énergie ». Et dans ce message, il y a en particulier l'énergie fossile. Alors, on parle d'une taxe, mais le gouvernement promet la compensation intégrale. Est-ce que vous croyez qu'effectivement ça se passera comme ça? Et même on prête l'intention à Nicolas Sarkozy de restituer cette taxe carbone avant même qu'elle soit perçue, c'est-à-dire juste avant les régionales. C'est vous qui l'avez dit. Non, c'est ce qu'on lit dans la presse. Oui, voilà. Donc vous reprenez ce qui est dit dans la presse, ce qui est une façon de gâcher une bonne idée, quoi. C'est-à-dire que du coup, on rentre dans la politique politicienne. Alors les gens risquent de recevoir un chèque 4 mois avant les régionales et on n'empêchera pas un certain nombre d'entre nous de penser que c'est d'abord une démarche politicienne. Donc c'est la façon de gâcher une bonne idée parce que effectivement, faut revenir aux fondamentaux. Il y a une urgence climatique. Il faut inverser la courbe de CO2 dans les 10 ans qui viennent. C'est l'enjeu de Copenhague. Mais si je parle de Copenhague, c'est parce que Copenhague, c'est d'abord économiser l'énergie. Et ensuite, à l'intérieur de ça, on s'occupe du CO2. Donc la contribution climat-énergie, c'est pas simplement de rendre de l'argent et de compenser, c'est qu'elle soit efficace et juste socialement. Or, actuellement, la taxe carbone proposée par le gouvernement est inefficace écologiquement parce qu'on part trop bas et injuste socialement. Donc, on ne peut pas l'approuver. On parle un instant de la conférence de Copenhague dans 3 mois. Pour l'instant, tout semble gelé. Est-ce que vous pensez que les dossiers pourraient se débloquer d'ici là? Est-ce que vous attendez des gestes de certaines grandes puissances? Il faut dire qu'hier à l'ONU, c'est la Chine qui a surpris en avançant sur le terrain de la lutte contre le réchauffement climatique, alors que Barack Obama, lui, a été très critiqué pour sa timidité. Il faut voir, c'est pas un scoop que Barack Obama a déjà sur les bras le problème de la protection de la santé chez lui. Et donc ça fait 2 gros dossiers à traiter en même temps. Deuxièmement, les États-Unis se considèrent toujours, au moins l'administration américaine, comme les gendarmes du monde. Et les gendarmes du monde ne sauraient se plier à des injonctions d'un tribunal international. Ça, c'est un vrai sujet culturel. Quant à la Chine, elle a des gros problèmes de pollution. Dans certaines villes, ça devient irrespirable. Elle sait qu'il faut qu'elle avance et elle a pris les choses à bras le corps. Quand on dit que les États-Unis et la Chine sont à équivalence et que la Chine n'est pas